Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le processus de formation du nouveau gouvernement au menu de la rencontre entre le président Michel Sleiman et le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. L'élaboration d'un plan sécuritaire pour Tripoli reste complexe. Une déclaration de Marwan Charbel, le ministre sortant de l'Intérieur, annonce toutefois la création d'un comité chargé d'empêcher de nouveaux affrontements dans les quartiers de Tripoli. L'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique en Syrie appelle à des cessez-le-feu temporaires pour que ces inspecteurs puissent effectuer leur mission dans les délais impartis. Et à suivre également dans ce journal, en Libye, le Premier ministre Ali Zeidan a été libéré quelques heures après avoir été enlevé et détenu par une brigade d'ex-rebelles. Avant de développer ces titres, on reste sans nouvelles de Ramez Gabriel Bahman. Ce Libanais d'origine irakienne a été enlevé aujourd'hui près de Mansouriye, une localité située dans le Matun. Selon sa fille Rita, qui a signalé son enlèvement, les ravisseurs ont demandé une rançon d'1 million de dollars à la famille. Je vous le disais en titre, le président Michel Sleiman a reçu ce matin en audience le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Il a également été question du processus de formation du nouveau gouvernement. Des dossiers qui ont aussi figuré au menu de la rencontre entre le chef de l'État et le ministre sortant de la Santé, Ali Hassan Khalil. Le président s'est ensuite concerté avec le chef du service des renseignements de l'armée, Edmond Fadel, un entretien axé sur la situation sécuritaire au Liban, en particulier à Baalbek et à Tripoli. Et la situation sécuritaire à Tripoli a également figuré au menu d'un entretien entre le Premier ministre sortant, Najib Mikati, et le ministre sortant de l'Intérieur au Grand Sérail à Beyrouth. Marwan Charbel a indiqué que le processus d'élaboration d'un plan sécuritaire pour Tripoli reste complexe. Il évoque notamment un manque d'effectifs des forces de l'ordre. Le ministre sortant de l'Intérieur a toutefois annoncé la création d'un comité composé de hauts gradés de l'armée et des forces de sécurité intérieure. Sa mission, empêcher de nouveaux affrontements dans les quartiers de Tripoli. Et le ministre sortant de l'Intérieur s'était auparavant entretenu avec l'ambassadeur de Turquie au Liban, Inan Ozilidis. Un entretien largement consacré à l'affaire des pèlerins chiites libanais enlevés en Syrie depuis mai 2012. Un dossier dans lequel Ankara joue un rôle de médiateur. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Selon les familles des otages, les 9 pèlerins seraient libérés avant la fête de l'Adha, mardi prochain. L'information n'a pas été confirmée par les autorités libanaises. Le Premier ministre désigné, Tamam Salam, s'est concerté ce matin avec le ministre sortant du Tourisme, Fadi Aboud. Le ministre a dit espérer la relance du processus de formation du nouveau gouvernement. Selon Fadi Aboud, la reprise des discussions permettrait de relancer l'activité économique au Liban. Il a enfin appelé le Premier ministre désigné, Tamam Salam, à poursuivre ses efforts en vue de la constitution d'un nouveau cabinet. L'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique en Syrie appelle à des cessez-le-feu temporaires, et ce afin que ces inspecteurs puissent effectuer leur mission dans les délais impartis. Sur le terrain, vous le voyez, plusieurs dizaines de membres des forces loyalistes ainsi que des rebelles ont été tués dans de violents combats au sud de Damas, où l'armée a effectué une avancée selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans le sud du pays, après un mois de combats féroces, les rebelles ont pris le contrôle d'une caserne située à la frontière avec la Jordanie. Avec cette prise, des rebelles contrôlent désormais le long de la frontière jordanienne une bande de territoire allant des environs de la ville de Deraa au plateau du Golan, toujours occupé par Israël. Deux journalistes français, Nicolas Hénin et Pierre Torret, ont été enlevés en Syrie au mois de juin. Leur famille avait jusqu'à présent gardé le silence sur leur enlèvement. L'information a été divulguée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Leurs noms s'ajoutent à ceux de Didier François et Édouard Elias, eux aussi journalistes otages en Syrie depuis le mois de juin. Pierre Torret et Nicolas Hénin, ils sont journalistes, 2 otages français de plus en Syrie. Leur détention n'a été révélée qu'hier, mais les 2 hommes sont retenus depuis plus de 3 mois. Pierre Torres est un photographe de 29 ans, il en est à son 2e séjour en Syrie. Nicolas Hénin, lui, est un reporter de presse écrite et de télévision de 37 ans. Il couvrait depuis 10 ans les conflits du monde arabe.
Les 2 journalistes ont été enlevés le 22 juin dernier à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Les dernières images qui nous sont parvenues de la région montrent une localité où les combats font rage. La ville aurait été reprise il y a quelques semaines par un groupe djihadiste qu'on voit parader sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Si à ce jour le rapt n'a pas été revendiqué, des preuves de vie ont été transmises aux familles à la fin du mois d'août. On sait qu'aujourd'hui, il y a des preuves de vie, on sait qu'ils sont vivants. Voilà, les familles ont pu avoir accès à des vidéos récemment. À la demande des familles et des proches de ces 2 journalistes, on avait tous gardé l'information confidentielle. Leurs proches et le Quai d'Orsay avaient jusque-là choisi de garder secret les 2 enlèvements, dans l'espoir d'un dénouement rapide. Mais des propos de Jean-Marc Ayrault hier à la radio ont précipité ces révélations. Interrogé sur le sort des 2 journalistes d'Europe 1, enlevés le 6 juin, le Premier ministre français laisse échapper les mauvais noms. Je partage l'inquiétude, l'angoisse des familles, et les vôtres aussi comme collègues, avec ces 2 journalistes que vous connaissez bien, mieux que nous aimons beaucoup, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Nous avons des preuves de vie. Nous avons des preuves de vie. Et ça, c'est très important. Et nous faisons tout pour faire en sorte qu'ils soient libérés. Gaffe ou confusion volontaire, les proches des 2 Français avaient prévu de révéler leur captivité dans les prochains jours, à l'occasion du prix Bayeux des correspondants de guerre. Selon Reporters sans frontières, 15 journalistes étrangers et plus de 60 de leurs confrères syriens sont aujourd'hui détenus ou portés disparus en Syrie. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, Washington suspend une partie importante de son aide à l'Égypte. Retour sur le plateau de l'info. Les États-Unis ont annoncé le recalibrage de leur aide à l'Égypte en représailles à la violence de la répression contre les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Les relations ne sont pas rompues et cette aide pourra reprendre plus tard, explique la Maison-Blanche. Mais concrètement, Washington gèle immédiatement son aide financière et suspend la livraison de matériel militaire. L'aide militaire américaine à l'Égypte s'élève à 1,3 milliard de dollars chaque année. En Libye, le Premier ministre Ali Zeidan a été libéré quelques heures après avoir été enlevé et détenu par une brigade d'ex-rebelles. Il avait été escorté par des hommes armés à la sortie de son hôtel situé en plein centre de Tripoli. Le Premier ministre aurait passé l'essentiel de sa détention au ministère de l'Intérieur, à la brigade anticriminalité. Cette brève détention intervient après la capture samedi dernier d'un responsable d'Al-Qaïda à Bouanas el-Libi par un commando américain. Une action dénoncée comme une ingérence inacceptable par de nombreux mouvements islamistes. Certains accusent le gouvernement libyen d'avoir été informé au préalable de cette opération. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les décisions ne sont pas faites attendre en Italie après le drame de Lampedusa. 300 clandestins avaient péri dans le naufrage de leur embarcation au large de l'île jeudi dernier. Le gouvernement a décidé d'allouer des financements pour un meilleur accueil des réfugiés. Au niveau européen, les questions migratoires ont été ajoutées à l'ordre du jour du prochain Conseil européen, les 24 et 25 octobre prochains. Didier Ratsirac continue de s'opposer à la tenue des élections présidentielles et législatives à Madagascar. Des élections imposées d'étrangers selon le parti de l'ancien président malgache et qui entraîneront le pays vers une faillite morale, politique, économique et sociale. Le premier tour est prévu dans 2 semaines. Surnommé l'Amiral Rouge, Ratsirac a régné sur l'île continent pendant plus de 20 ans. Un dernier rapport du partenariat Rollback-Malaria sur la situation du paludisme en Afrique vient d'être présenté lors du rassemblement des spécialistes de la maladie à Durban. Les spécialistes saluent les bons résultats de l'Afrique du Sud afin d'enrayer le fléau. Le paludisme tue 660 000 Africains chaque année, pour l'essentiel des enfants de moins de 5 ans. Un premier vaccin contre le paludisme pourrait être commercialisé dès 2015. Malala, le symbole du combat pour l'éducation des filles, obtient le prix Sakharov pour la liberté de pensée remis par le Parlement européen. Il récompense des personnalités qui luttent contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression. Malala Yousafzai est une adolescente pakistanaise qui a failli mourir il y a tout juste 1 an sous les balles des talibans. Ces derniers, à l'annonce du prix, ont fait savoir que Malala n'avait rien fait pour mériter cette récompense.
Et c'est la Canadienne Alice Munro qui obtient le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise a révélé son choix à la mi-journée à Stockholm. Et premier renseignement, c'est une femme qui est lauréate. C'est la 13e seulement en plus d'un siècle de prix Nobel. Alice Munro, auteure anglophone de 82 ans, s'est fait connaître par ses nouvelles, dont le dernier recueil, Dear Life, est sorti l'année dernière. Des milliers de musulmans se préparent à effectuer le pèlerinage de la Mecque. L'Arabie Saoudite a déjà commencé à les accueillir depuis la mi-septembre. Un événement coûteux pour les pèlerins qui entraîne de nombreuses arnaques. Elle concerne notamment des Tunisiens dont 240 ont été interdits d'entrer en Arabie Saoudite à cause de papiers frauduleux. Certains sont bloqués à l'aéroport de Jeddah. Une centaine d'autres ont été empêchés de partir de Tunis, mais ils ont décidé de camper dans la zone internationale de l'aéroport. Ces pèlerins dénoncent tout un système, le circuit classique des agences de voyage et ses coûts, près de 4 000 € par personne. Ils critiquent aussi les quotas puisque seuls 10 000 Tunisiens ont accès au pèlerinage chaque année. Il leur reste jusqu'à ce soir, jeudi, donc pour espérer un éventuel départ avant la fermeture des aéroports saoudiens. Il y a exactement 50 ans, le 10 octobre 1963, Édith Piaf s'éteint à seulement 47 ans. Au cours de cette vie hors du commun, la Môme est passée des pavés de Belleville au sommet de la chanson, devenant une icône de la chanson française dans le monde entier, usée par les addictions et de lourdes interventions chirurgicales. Elle s'est éteinte d'une hémorragie interne. En 47 ans, Édith Piaf a connu un destin extraordinaire. Première française à conquérir l'Amérique, elle a toujours su captiver le public par sa voix, mais aussi sa présence sur scène. Un simple geste pour chaque chanson, une petite robe noire et un rond de lumière. De Michel Beaucaire sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien. Pas trop lent, pas trop lent. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le processus de formation du nouveau gouvernement au Liban, au menu de la réunion entre le président Slimane et le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora. L'élaboration d'un plan sécuritaire pour Tripoli reste complexe. Une déclaration de Marwan Charbel, le ministre sortant de l'Intérieur, annonce toutefois la création d'un comité chargé d'empêcher de nouveaux affrontements dans les quartiers de Tripoli. L'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique en Syrie appelle à des cessez-le-feu temporaires pour que ses inspecteurs puissent effectuer leur mission dans les délais impartis. En Libye, le Premier ministre Ali Zeidan a été libéré quelques heures après avoir été enlevé et détenu par une brigade d'ex-rebelles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt.